Mon téléphone a vibré à 10h47, par un matin gris et poisseux de novembre. Le ciel, bas et lourd, promettait une pluie fine et incessante, typique de cette saison où le monde semblait retenir son souffle avant l'arrivée du grand froid. Une journée comme tant d'autres, empreinte de cette mélancolie ambiante qui incite à la routine et à la prudence. J'étais à une vingtaine de minutes de la maison, englué dans les embouteillages de l'autoroute, quand le message est arrivé. Il venait du réparateur à qui j'avais ouvert ma porte 40 minutes plus tôt. Un homme discret et efficace, spécialisé dans les systèmes de chauffage. À un feu rouge, je jetai un coup d'œil à l'écran, espérant une confirmation banale, une simple mise à jour sur l'état de la chaudière qui avait commencé à tousser la veille. Le texte disait « Monsieur, il y a une porte verrouillée dans votre sous-sol dont on ne m'a pas parlé. Dois-je continuer ou attendre ?» Je l'ai fixé, le souffle court, comme si les mots sur l'écran tentaient de me percer le cœur. Une porte verrouillée ? Dans mon sous-sol ? C'était impossible. Je n'avais pas de porte verrouillée dans mon sous-sol. Du moins, je n'en avais jamais verrouillé une moi-même. L'idée même était absurde. Le sous-sol, c'était mon domaine. Un espace de rangement un peu bordélique, certes, mais dont je connaissais chaque recoin, chaque fissure dans le béton, chaque tuyau apparent. Le feu est passé au vert. La voiture derrière moi a klaxonné, un son strident qui a déchiré la torpeur de mes pensées. J'ai avancé, les yeux rivés sur la route, mais l'esprit ailleurs, loin, très loin, à ressasser une phrase simple qui aurait dû avoir une réponse tout aussi simple et qui, étrangement, n'en avait aucune. Un sentiment d'étrangeté, de dissonance, commençait à s'installer. Une graine d'inquiétude plantée au plus profond de moi. Lorsque je suis rentré à la maison, le réparateur avait déjà terminé son travail sur la chaudière et laissé une note sur la table de la cuisine. Professionnel, méticuleux, tout ce que l'on pouvait attendre de lui. L'odeur légère d'huile et de métal froid flottait encore dans l'air, preuve de son passage. Il avait inscrit son numéro de portable en bas au cas où j'aurais des questions. Mais la seule question qui comptait n'avait pas de rapport avec la chaudière. Elle concernait cette porte. Je suis descendu. J'ai trouvé la porte. Et ce que j'ai trouvé derrière elle, après 21 ans de mariage, après avoir vécu dans une maison que je pensais connaître comme le fond de ma poche, chaque latte de parquet, chaque grincement familier, fut le début de la période la plus difficile et la plus révélatrice de ma vie. C'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds, révélant un abîme insoupçonné. Je suis reconnaissant que vous soyez là pour écouter. Avant de continuer, je vous demande juste une seconde pour laisser un commentaire et me dire d'où vous écoutez. Ces histoires prennent beaucoup de temps à être racontées avec honnêteté, et savoir que quelqu'un écoute rend possible de continuer. Et une note importante. Certaines parties de cette histoire ont été romancées pour protéger les personnes impliquées et pour affûter le récit. Toute ressemblance avec des personnes ou des lieux réels spécifiques est purement fortuite. Mais la vérité sous-jacente, cette partie-là est réelle. Et à la fin, je pense que vous comprendrez pourquoi cela importe. Mon nom est Robert Callahan. J'ai 56 ans. Je travaille dans la gestion immobilière commerciale. Le genre de métier qui semble moins intéressant qu'il ne l'est en réalité, qui implique beaucoup de tableaux Excel, d'appels aux entrepreneurs et de visites d'immeubles appartenant à d'autres, en essayant de les empêcher de tomber en ruine. Je fais cela depuis 23 ans. J'y suis doué. Je remarque quand les choses ne vont pas. Je repère les incohérences structurelles, les schémas d'entretien qui ne collent pas, les petits signes de négligence qui s'accumulent en problèmes bien plus importants si l'on n'y prête pas attention. Je me souviens d'une fois, dans un vieil entrepôt, où j'avais détecté une faiblesse dans la charpente juste à l'odeur de moisissure, avant même d'avoir vu la fuite. C'est le genre de détail qui me définit. Je vous dis cela parce que je veux que vous compreniez que je ne suis pas le genre d'homme qui laisse passer les choses. Je ne suis pas le genre d'homme qui détourne le regard, ou du moins, je pensais ne pas l'être. Ce matin-là, sur l'autoroute, cette certitude s'était fissurée. Ma femme s'appelle Diane. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 35 ans et elle 32, tous les deux lors d'une conférence professionnelle dans une salle de bal d'hôtel de taille moyenne. L'endroit sentait le nettoyant pour tapis bon marché et le café rance, une atmosphère lourde et un peu artificielle, éclairée par des néons blafards qui donnaient mauvaise mine à tout le monde. Elle présentait un segment sur le financement du développement local.
J'étais dans l'auditoire parce que mon entreprise explorait un partenariat avec la sienne. Elle a parlé pendant 20 minutes avec une clarté et une confiance telles que tous les participants de la salle se sont sentis légèrement plus intelligents d'avoir écouté. Sa voix était posée, son regard perçant, et elle avait cette façon de simplifier des concepts complexes sans les dénaturer. Après sa présentation, je me suis présenté et lui ai demandé si elle serait intéressée à poursuivre la conversation autour d'un dîner. Mon cœur battait un peu plus vite que d'habitude. Elle a dit qu'elle y réfléchirait. Un classique. Elle m'a envoyé un SMS 3 heures plus tard. Le dîner était prévu ce vendredi-là. L'attente fut longue, mais je me souviens encore de la joie discrète qui m'a envahi en voyant son nom apparaître sur mon écran. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, lors d'une cérémonie de la mi-octobre dans une ancienne grange aménagée en lieu de réception, en dehors de la ville. C'est sa mère qui l'avait trouvée et qui en était tombée amoureuse. L'air était vif et sec, les feuilles des arbres environnants flamboient de teintes ocre et pourpre. La lumière dorée de l'automne filtrait à travers les grandes ouvertures de la grange, créant une ambiance chaleureuse et intime. Mes filles de mon premier mariage, Nathalie, alors âgée de 14 ans, et Paige, 11 ans, se tenaient à mes côtés, l'une un peu boudeuse, l'autre juste excitée par l'événement. Le père de Diane l'a accompagnée jusqu'à l'autel. Ce fut une cérémonie simple, sincère, le genre où les gens pleurent vraiment, non pas par tristesse, mais par la force de l'émotion partagée. Nathalie et Paige ont accepté Diane plus vite que je n'aurais osé l'espérer. Elles se montraient attentives avec elle, sans chercher à remplacer leur mère, sans feindre une chaleur forcée, juste réellement présentes et intéressées par qui elles étaient. Je me souviens de Diane assise avec Nathalie, l'aidant à réviser ses maths, ou riant aux éclats avec Paige devant un dessin animé. C'était authentique. Au moment où nous avons acheté la maison de la rue Kellerman, 3 ans après notre mariage, nous formions tous les 4 quelque chose qui ressemblait, avec précaution et sincérité, à une famille. La maison était une grande maison bourgeoise avec un sous-sol non aménagé, pour lequel j'avais toujours eu des projets. De hauts plafonds au rez-de-chaussée qui donnaient une impression d'espace et de lumière. Une véranda qui faisait le tour de la maison et qu'il fallait repeindre tous les 3 ans. Une tâche que je prenais plaisir à accomplir, pinceau en main, sous le soleil estival. Un jardin qui donnait sur une petite zone verte, où l'on entendait le chant des oiseaux le matin. C'était une maison trop grande pour 2 personnes, mais exactement ce qu'il fallait pour la version de notre vie que nous étions en train de construire, celle où les filles viendraient passer des étés entiers. Diane et moi n'avons pas eu d'enfants ensemble. Une décision que nous avons prise délibérément et sereinement au cours de la première année de notre mariage, après de longues conversations honnêtes qui, je pense, nous ont rendus plus forts. Les filles venaient nous voir pendant les vacances scolaires et les jours fériés. Notre vie était productive, calme et riche, comme peut l'être une vie délibérément construite lorsque les 2 personnes qui la partagent savent ce qu'elles veulent. Nous avions bâti notre bonheur pierre par pierre, dans la clarté et le respect mutuel. C'était la vie que je pensais comprendre. Je me trompais sur une de ces pièces, et c'est le réparateur de chaudière qui m'a montré où chercher. Novembre, dans cette région du pays, est le mois où le système de chauffage vous rappelle son existence, avec ses bruits sourds et ses exigences. Il nous rappelle que l'hiver approche, inexorable. La chaudière de la maison de la rue Kellerman datait de la rénovation des années 90, pas immémoriale, mais elle commençait à accuser son âge. Je l'avais fait entretenir tous les 2 ans, remplacer le filtre 4 fois par an, suivi à la lettre toutes les recommandations du manuel. C'était une machine fiable, une présence discrète dans les entrailles de la maison, jusqu'à cet automne-là. Un jour, elle a commencé à émettre un nouveau bruit. Un cycle sonore, grave et irrégulier, comme une pompe qui se débattait contre elle-même. Cela se produisait toutes les 40 minutes environ, et durait une trentaine de secondes avant de s'arrêter. Ce n'était pas un son alarmant au point de provoquer la panique, mais c'était un dysfonctionnement, une anomalie que mon instinct professionnel, affûté à repérer ce qui cloche dans le monde du bâtiment, avait immédiatement identifié. Ce murmure lancinant, imperceptible pour d'autres, résonnait en moi comme une note fausse dans une mélodie familière. Diane avait balayé mes inquiétudes d'un revers de main, suggérant que ce n'était probablement rien. Je lui avais rétorqué que probablement n'était pas synonyme de certainement. Elle m'avait souri de cette manière si particulière quand elle me trouvait excessivement méticuleux,
Un trait qu'elle avait, disait-elle, adoré chez moi durant les premières années de notre mariage, et qui, je le soupçonnais, était devenu peu à peu l'une de mes manies les plus difficiles à supporter à ses yeux. Un trait qui, autrefois, la faisait rire avec tendresse, et qui maintenant provoquait parfois une pointe d'exaspération, à peine voilée. J'ai appelé une entreprise de chauffage un mardi matin. Ils avaient une disponibilité pour le jeudi suivant, 2 jours plus tard. J'ai pris rendez-vous, soulagé de pouvoir enfin m'occuper de cette petite épine dans le pied. Ce mercredi soir-là, alors que la lumière du salon commençait à décliner et que l'odeur du dîner flottait dans l'air, Diane m'a annoncé que son cabinet lui avait demandé de prendre l'avion pour Portland. Une réunion sur place, prévue pour 2 jours, pour un projet de développement local sur lequel elle consultait depuis des mois. La réunion avait déjà été reportée 2 fois et ne pouvait plus être déplacée. Elle serait absente du jeudi matin au vendredi soir. Le ton de sa voix trahissait une légère fatigue, mais aussi l'excitation discrète de s'investir dans un dossier important. Le rendez-vous pour la chaudière est jeudi matin, ai-je fait remarquer, une pointe d'agacement dans la voix. Tu peux le reporter ? J'attends depuis 2 jours. Et le bruit empire. Elle m'a regardé, un sourcil levé. Tu peux être là. J'ai la visite de Greystone à 10 heures. Je ne peux pas la repousser. Greystone était un dossier crucial pour moi. Une transaction complexe qui exigeait toute mon attention. Elle a attrapé son téléphone, l'écran s'est allumé, illuminant un instant son visage. Elle a vérifié son agenda. À quelle heure est le chauffagiste ? 9 heures. Il peut travailler seul ? Nous avions déjà fait ça, tous les deux. Laisser un technicien de service dans la maison pendant notre absence. Nous avions un système d'alarme sophistiqué, une serrure solide et aucune raison de ne pas faire confiance à une entreprise vérifiée, affichant une note de 4,7 étoiles sur Google. La confiance était une denrée précieuse dans ce monde et nous la cultivions avec soin. Je lui laisserai une clé et le code de l'alarme, ai-je dit. C'était le plan. Rien de plus. C'était une solution simple et pragmatique à un petit problème logistique. Diane est partie en avion le jeudi matin à 6h45, dans la pénombre encore froide de l'aube, le vrombissement lointain de son taxi s'estompant dans la rue. J'ai quitté la maison à 8h30, après avoir fait entrer le technicien. Il s'appelait Phil, une quarantaine d'années, une veste de travail grise et l'allure compétente et tranquille de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Son regard était calme, son poignet de main ferme. Je lui ai montré la chaufferie, lui ai expliqué le bruit cyclique, lui ai désigné le filtre que je venais de remplacer et lui ai donné mon numéro de portable pour toute éventualité. Il m'a serré la main et m'a dit qu'il enverrait un SMS quand il aurait terminé. J'ai démarré ma voiture, la petite victoire d'avoir réglé ce problème domestique me donnant un léger élan. Puis j'ai roulé en direction de Greystone, mon esprit déjà absorbé par les chiffres et les contrats. À 10h47, le SMS est arrivé. La vibration soudaine de mon téléphone sur le siège passager m'a fait sursauter, me tirant de mes pensées professionnelles. « Monsieur, il y a une porte verrouillée dans votre sous-sol dont on ne m'a pas informé. Dois-je continuer ou attendre ?» J'ai tiré sur la première sortie et me suis garé sur le bas-côté, le cœur battant la chamade. Un flot de véhicules me dépassait, indifférent à la secousse qui venait de traverser ma matinée. J'ai composé son numéro. « Phil, c'est Robert Callahan. Dites-moi ce que vous avez trouvé. »« Désolé de vous déranger, monsieur. » Sa voix était prudente, comme celle de quelqu'un qui pèse ses mots. « J'ai fini avec la chaudière ? Tout va bien ? Je laisserai le rapport complet. » Mais j'ai remarqué une porte pendant que je travaillais. Tout au fond du sous-sol. Elle est fermée à cadenas de l'extérieur. Je ne savais pas si c'était un débarras ou si vous aviez quelque chose que je devais éviter. Je voulais juste m'assurer avant de partir. J'ai visualisé le sous-sol. Je connaissais le sous-sol. Ou du moins, je croyais le connaître. La chaufferie se trouvait au centre. À gauche, un espace de rangement où nous gardions les affaires saisonnières. Les décorations de Noël, de vieux dossiers dans des bacs étiquetés, des équipements sportifs qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des années. À droite, un espace que j'avais toujours eu l'intention d'aménager en atelier. Un projet éternellement inachevé. 2 murs de béton brut, 2 murs de placoplâtre que j'avais posés moi-même 5 ans auparavant. Un drain au sol. Une étagère utilitaire le long d'un mur. J'avais passé des heures là-bas, rêvant d'établis et d'outils rangés. Je n'y étais pas descendu depuis plusieurs mois, peut-être même une bonne partie de l'année. Les souvenirs de mes dernières visites étaient flous, noyés dans la routine. « Décrivez la porte »,
ai-je dit, ma voix plus tendue que je ne l'aurais souhaité. Une porte intérieure standard, peinte en gris. Le cadenas est neuf, argenté, robuste. Il est fixé sur un moraillon vissé directement dans la porte et le cadre. Ça a l'air relativement récent. Les vis sont propres. J'étais garé sur la bande d'arrêt d'urgence d'une bretelle de sortie, le vrombissement incessant du trafic s'écoulant autour de moi, indifférent à la bombe qui venait d'exploser dans mon esprit. Une porte cadenassée dans mon sous-sol, que je n'avais pas installée. « Attendez-moi là-bas », ai-je dit, le souffle court. « J'arrive. Je veux m'arrêter ici, parce que je sais ce que vous pensez. Et je pensais exactement la même chose, en roulant à toute vitesse vers la rue Kellerman, mes mains crispées à 10 heures et 2 heures sur le volant, mon esprit parcourant chaque explication possible. La lumière terne de novembre filtrait à travers les nuages bas, jetant une ombre grise sur l'autoroute, reflétant l'humeur qui s'installait en moi. Diane avait mis quelque chose dans une pièce et l'avait verrouillée. C'était la seule explication qui avait un sens logique. Personne d'autre n'avait accès à ce sous-sol. Les clés de notre maison étaient en possession de nous deux, et de ma fille Nathalie, qui en avait une copie pour les urgences. Nathalie, mon aînée de mon premier mariage, vivait à 40 minutes de là, et n'était pas venue à la maison depuis le mois d'août, quand elle était passée rapidement pour un café. Nos vies étaient des cercles distincts, se croisant occasionnellement. Diane avait verrouillé une pièce de mon sous-sol sans me le dire. L'idée même, l'implication de cette action, me glaçait. Alors que je roulais, le moteur ronronnant sous mes pieds, mon esprit s'emballait, construisant des théories les unes après les autres, chacune plus fragile que la précédente. Peut-être Diane y stockait-elle des documents pour un client. Après tout, certains projets de financement du développement local impliquaient une stricte confidentialité, des dossiers financiers sensibles, des plans stratégiques. Peut-être avait-elle eu besoin d'un espace sécurisé et avait-elle improvisé, faute de mieux, le temps d'une urgence? Ou peut-être avait-elle simplement eu l'intention de m'en parler et avait-elle oublié, prise dans le tourbillon de ses journées? Peut-être. Je les essayais toutes, ces hypothèses, comme on essaie des vêtements trop petits ou trop grands. Aucune ne me seyait vraiment. Aucune ne parvenait à apaiser le nœud grandissant dans ma poitrine, cette sensation glaciale qui avait commencé à se propager quand le réparateur avait prononcé le mot « cadenas ». Diane, si transparente, si ouverte, avait-elle vraiment pu me cacher une chose pareille? C'était impensable, et pourtant, lorsque je me suis garé dans l'allée, la camionnette de Phil était toujours là, son moteur éteint, comme un point final à cette matinée absurde. L'air de novembre était piquant, chargé de l'humidité qui s'infiltrait partout. Phil m'attendait devant la porte d'entrée, son bon de travail à la main, l'air professionnel et imperturbable, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Je l'ai réglé en quelques gestes machinaux, les remercier d'une voix que j'espérais stable, et les raccompagner. Son départ a laissé un silence assourdissant, seulement brisé par le sifflement lointain du vent. Puis, je suis entré et j'ai descendu les marches vers le sous-sol. Je me suis tenu devant la porte. Une simple porte en bois, peinte d'un gris neutre, la même couleur que le reste du sous-sol, comme pour la fondre dans le décor. Mais elle ne se fondait pas. Non, elle se détachait. Une anomalie flagrante. Le cadenas que Phil avait décrit était bien là, un lourd master lock argenté, du genre que l'on achète quand on veut vraiment que quelque chose reste verrouillé. Le moraillon était solidement fixé, 6 vis par plaque, enfoncées profondément dans le cadre. Ce n'était pas un travail improvisé, fait à la hâte. C'était l'œuvre de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, installé avec soin et une intention manifeste de durer. L'odeur de béton froid et de poussière ancienne, habituelle dans notre sous-sol, semblait soudain lourde, imprégnée de mystère. J'ai posé ma main sur la porte. Le bois était frais et lisse sous mes doigts. J'ai pressé légèrement. Il y avait quelque chose de l'autre côté. Pas une pression directe, non, mais une densité. Cette qualité particulière d'une pièce qui n'est pas vide, qui contient des objets, des meubles, des secrets peut-être, par opposition à l'écho creux d'un espace nu. La légère résonance que j'ai sentie n'était pas celle du vide, mais celle du plein, d'une présence. Je suis resté là, immobile, pendant un temps qui m'a semblé interminable, le cœur battant la chamade dans ma poitrine. Puis je suis monté à l'étage, à la recherche de la clé. Maintenant, certains d'entre vous pensent peut-être, pourquoi ne pas simplement briser le cadenas? Prenez une pince coupante ou un pied de biche et ouvrez-la tout de suite. J'y ai pensé, bien sûr.
La pince coupante était dans le garage, accrochée au mur, à côté de la tondeuse. J'aurais pu avoir cette porte ouverte en 5 minutes et mettre fin à ce suspense intenable. Mais je ne l'ai pas fait. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait est quelque chose que j'ai soigneusement analysé depuis, parce que je pense que cela en dit long sur le genre de personne que je suis, pour le meilleur et pour le pire. J'ai toujours cru qu'il fallait agir avec méthode, dans le bon ordre. Je crois qu'il faut recueillir toutes les informations avant d'agir. Dans ma vie professionnelle, cet instinct m'a épargné des erreurs coûteuses plus de fois que je ne peux le compter. On ne démolit pas un mur avant de savoir ce qu'il y a derrière. On n'intensifie pas un conflit avant d'avoir épuisé toutes les alternatives. C'est une règle d'or dans la gestion immobilière commerciale. Un souvenir fugace d'un dossier compliqué, d'une négociation tendue, où j'avais failli tout faire capoter par précipitation, a traversé mon esprit. Alors, au lieu de la pince coupante, je suis allé chercher la clé. Diane gardait un petit bol en céramique sur la commode de notre chambre. Bleu et blanc, émaillé, à peu près de la taille d'un pamplemousse coupé en deux. Je le lui avais offert pour notre 5e anniversaire, trouvé dans un marché artisanal que nous avions visité ensemble, un après-midi ensoleillé et léger, si loin de la grisaille actuelle. Elle l'utilisait pour les clés. Pas ses clés principales, celles-là restaient sur un anneau dans son sac à main. Mais les clés secondaires, les doubles, les petites clés pour les choses qui ne servaient pas souvent. L'air de la chambre était plus doux, imprégné d'une légère odeur de son parfum et de linge frais, un contraste saisissant avec l'humidité du sous-sol. J'ai vidé le contenu du bol sur la commode en bois sombre. Il y avait la clé de rechange d'une voiture que nous avions vendue 2 ans auparavant et qu'elle n'avait jamais jetée, par pure habitude sans doute. Une petite clé pour le coffret où nous gardions les documents importants, rangés dans le placard. Une clé pour l'appartement de sa mère, à 2 départements d'ici. Et puis, une petite clé en laiton que je n'ai pas immédiatement reconnue. Son aspect était si neuf, presque brillant, qu'elle détonnait parmi les autres, patinée par le temps et l'usage. J'ai pris la clé en laiton. Je l'ai tenue vers la lumière pâle de la fenêtre, le soleil de novembre, faible et sans conviction, luttant pour percer les nuages. Neuve. À peine une trace d'usure sur les dents, comme si elle n'avait jamais servi, ou très peu. Je l'ai redescendue. Elle s'est insérée dans le cadenas avec une facilité déconcertante. Si vous êtes toujours avec moi, merci. Je sais que c'est une histoire lente, chaque pas pesant son poids. Mais je dois vous faire comprendre chaque étape, chaque hésitation, car la vérité que j'ai trouvée dans cette pièce n'est pas une vérité simple. Ce n'est pas une seule chose, monolithique. C'est un ensemble de choses superposées, tissées les unes aux autres. Et si je saute des passages, vous en perdrez la texture. Et la texture, dans cette histoire, est essentielle. Elle est tout. Avant de vous révéler ce qu'il y avait derrière cette porte, je veux vous poser une question directement, une question qui me hante depuis. Avez-vous déjà trouvé quelque chose dans votre propre maison que vous n'y aviez pas mis vous-même? Pas une chose dangereuse, pas une chose ouvertement sinistre, mais quelque chose dont vous ignoriez l'existence dans un espace que vous pensiez posséder en commun, qui a fait vaciller le sol sous vos pieds. Le sentiment que des pièces entières de votre vie partagée vous étaient inaccessibles, des sanctuaires où l'être aimé gardait des pans de lui-même qu'il n'avait pas trouvé le moyen de partager. C'est un sentiment étrange, une fissure dans la confiance. Laissez un commentaire et dites-le moi. Parce que je pense que c'est plus courant que les gens ne l'admettent. Ce n'est pas toujours une trahison. Parfois, c'est quelque chose de plus compliqué, de plus profondément humain que cela. Mais il faut quand même ouvrir la porte. J'ai tourné la clé. Le cadenas s'est ouvert avec un déclic discret, mais définitif. Un son qui a résonné dans le silence du sous-sol, marquant la fin d'une attente et le début d'autre chose. Je l'ai retiré du moraillon, le poids métallique froid dans ma main, et l'ai posé délicatement sur le sol en béton. Sa présence semblait presque obscène là, un témoin muet de ma transgression. J'ai posé ma main sur la poignée de la porte. Le métal était froid, presque glacial, sous mes doigts. Je suis resté là, immobile, pour un dernier instant, retenant mon souffle. Le cœur tambourinait contre mes côtes. Puis j'ai poussé. La pièce mesurait environ 3,50 m sur 3 mètres. La section d'angle du sous-sol, dissimulée derrière la cloison sèche que j'avais installée moi-même il y a 5 ans, lors de notre emménagement dans cette maison bourgeoise. Dans ma carte mentale du sous-sol, cet espace avait toujours été une zone blanche, un angle mort, le genre de recoin que l'on désigne d'un geste vague en disant
lors d'une visite, je ferai quelque chose de ça un jour. Diane, elle, avait fait quelque chose de ça. La lampe LED, fixée à une poutre et branchée sur une minuterie, s'alluma quand j'entrai. Une lumière blanche, presque clinique, révéla la pièce avec une précision impitoyable. À gauche, des étagères métalliques du sol au plafond, organisées avec une rigueur chirurgicale. Classeurs colorés, boîtes d'archives numérotées, chemises cartonnées pleines à craquer. Une masse impressionnante de documents. Ce n'était pas un simple rangement, mais une bibliothèque du secret. Au fond, un meuble à tiroir verrouillé, la clé encore dans la serrure. À côté, 3 disques durs externes étiquetés de la main de Diane, couvrant 7 années. 7 ans de notre vie, pendant lesquels elle avait gardé cela en silence. Son sens du détail, que j'admirais tant, prenait soudain un visage plus sombre. À droite, un petit bureau inconnu, simple et bon marché, étranger à notre intérieur. Dessus, un ordinateur portable fermé, un bloc-notes couvert d'annotations, un stylo et une tasse marquée d'un cercle de café séché. L'odeur légère du café froid flottait encore. Cette tasse me frappa plus que tout. Elle prouvait qu'elle était venue ici récemment, assise là. À travailler sur quoi? Et sur le bureau, placé avec une intention évidente, au centre du sous-main, comme un objet destiné à être trouvé. Une enveloppe blanche. Mon nom y était inscrit. Robert, pas Bobby, comme elle le disait parfois avec tendresse. Pas Monsieur Callahan, avec cette pointe d'humour qu'elle avait parfois. Juste Robert, dans son écriture précise, sans fioriture, une calligraphie familière et pourtant si étrangère dans ce contexte. Ce prénom, habituellement un signe de reconnaissance, devint un sceau de gravité. Je me remémorais son écriture sur une liste de courses ou une carte d'anniversaire, légère et enjouée. Ici, elle était empreinte d'une solennité écrasante. Je m'assis lourdement sur le sol de béton froid de cette petite pièce verrouillée, dans mon propre sous-sol. Le froid du ciment remonta aussitôt à travers mes vêtements. J'ai tenu cette enveloppe dans mes mains pendant un temps infini, le poids de l'inconnu écrasant mes épaules, avant de me résoudre à l'ouvrir. Le silence était tel que j'entendais le battement précipité de mon propre cœur dans mes oreilles. La lumière blanche et crue de l'ampoule LED accentuait chaque grain de poussière dans l'air stagnant, chaque pli de l'enveloppe, chaque tremblement de mes doigts. Je veux être prudent ici, parce que ce que je m'apprête à décrire bouleverse tout ce qui a précédé, et pas dans la direction à laquelle vous pourriez vous attendre. J'avais moi-même, sans le vouloir, bâti des scénarios. Mon esprit, habitué à la logique des affaires, cherchait une explication rationnelle, une trahison, une faiblesse. Certains d'entre vous attendent la révélation d'une trahison, la double vie secrète, la fraude financière, l'aventure extra-conjugale. Je comprends pourquoi. C'est l'architecture même de ce genre d'histoire. La porte verrouillée, la pièce cachée, l'enveloppe portant votre nom. Chaque élément pointe vers quelque chose de sombre et de définitif, quelque chose qui brise. J'étais prêt à ça. Mon estomac se serrait à l'idée d'une vérité amère, mais familière. Ce que j'ai trouvé était sombre. Oui, sombre et lourd, comme un ciel de novembre juste avant l'orage. Mais ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. C'était quelque chose que j'ai mis des mois à comprendre, et que je ne saisis pas encore entièrement aujourd'hui. C'est pourtant quelque chose que je crois important de raconter, car c'est, d'une manière essentielle, vrai pour plus de familles qu'elles ne l'admettraient jamais. C'est une vérité universelle, enfouie sous les tapis de la discrétion et de la honte. L'enveloppe contenait une lettre, 2 pages, recto verso, écrite de la main de Diane. Le papier était épais, la texture douce sous mes doigts hésitants. Chaque mot tracé par son stylo familier était imprégné d'une nouvelle signification, d'une gravité que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle commençait ainsi: « Si tu lis ceci parce que tu as trouvé la pièce, alors quelque chose a mal tourné dans mon plan. J'allais te le dire. J'essayais de trouver comment. » Ces mots, si directs et si chargés d'émotion, me frappèrent de plein fouet. Une douleur lancinante, celle de la culpabilité, me traversa. Elle n'avait pas voulu que je découvre ça de cette manière. La lettre de Diane expliquait ce que contenait la pièce. Pendant 7 ans, à partir de la 3e année de notre mariage, un mariage que je croyais transparent, solide comme le roc, elle avait bâti une archive privée. Non pas des secrets au sens commun, des choses qu'elle me cachait comme on dissimule une liaison,
une dette colossale ou une double identité, mais de la documentation, des preuves, un dossier exhaustif, organisé avec une méthode implacable, le registre d'une situation qui avait commencé bien avant notre rencontre et qu'elle gérait, seule, depuis. Ce chiffre, 7 ans, résonnait comme un glas funèbre. Il recouvrait la majeure partie de notre vie ensemble, nos souvenirs heureux, nos projets. Comment avait-elle pu porter un tel fardeau sans que je ne m'en aperçoive? Son premier mari, l'homme avec qui elle avait été brièvement mariée à la fin de la vingtaine, avant que nous nous rencontrions, n'avait jamais complètement lâché prise. Son nom n'avait pas d'importance, me disais-je. Mais son ombre, elle, était immense. Ce qui importait, c'était ce que Diane ne m'avait pas dit lorsque nous nous étions mis ensemble, et ce qu'elle avait eu peur de me révéler depuis, qu'il avait été épisodiquement présent dans sa vie, comme une menace latente. Pas toujours actif, non. Pas toujours visible, comme un serpent qui se glisse dans l'ombre, mais constant, avec la régularité insidieuse de certains types de blessures, silencieux pendant de longues périodes, puis soudain là de nouveau, testant les limites de son existence, de sa tranquillité. Une présence invisible mais palpable, comme un brouillard froid qui s'accrochait à elle, même sous le soleil de notre bonheur. Il y avait eu des incidents, des petits, la plupart. Une lettre livrée à son bureau, une missive anonyme qui avait brisé la routine de son travail. Une voiture garée dans une rue qu'elle reconnaissait sur son trajet quotidien. Un détail anodin qui, sous son regard, prenait une dimension menaçante. Un profil de réseau social, supprimé avant qu'elle ne puisse le signaler, qui avait posté des photographies d'elle, des clichés volés à sa vie privée. Un appel téléphonique d'un numéro masqué qui ne disait rien, juste une respiration lourde, pendant 30 secondes interminables avant de se couper. Chaque incident était une piqûre d'épingle, insignifiante seule, mais l'accumulation formait une torture lente et silencieuse. Je revoyais Diane parfois distraite, le regard lointain. J'avais mis ça sur le compte de la fatigue, du stress professionnel. J'avais été aveugle. Elle avait signalé certains de ses faits à la police. On lui avait dit, dans le langage bureaucratique et prudent de ces situations, que les preuves n'étaient pas suffisantes pour une ordonnance restrictive. Que ce qu'elle avait décrit était préoccupant, certes, mais non recevable légalement. Qu'ils le noteraient dans leur dossier. La froideur de cette réponse, l'impuissance qu'elle devait ressentir, me tordèrent les entrailles. Elle avait donc commencé à bâtir son propre dossier. 7 années de documentation méticuleuse, des dates, des heures, des descriptions détaillées, des photographies, lorsqu'elle avait réussi à en obtenir, des copies des rapports qu'elle avait déposés, la correspondance avec la police, les notes de sa propre thérapeute. Oui, elle était en thérapie depuis 7 ans. Quelque chose qu'elle m'avait également caché. Quelque chose qu'elle expliquerait plus en détail dans la lettre. 7 ans de thérapie. C'était une autre couche de secret, une autre preuve de la solitude dans laquelle elle avait géré tout cela. Je me rappelais des soirées où elle disait être fatiguée ou avoir besoin d'être seule. C'était peut-être des séances qu'elle avait dû intégrer à son emploi du temps sans que je m'en doute. Elle ne m'avait rien dit de tout cela parce qu'elle avait peur. Non pas de moi, mais de ce que le fait de me le dire provoquerait. Elle craignait que je ne gère la situation de la manière dont je gérais tout, systématiquement, proactivement, avec ce genre d'énergie confrontante et organisée qui m'avait si bien servi dans tous les autres aspects de ma vie professionnelle et personnelle. Elle avait peur que j'aggrave la situation, que j'appelle cet homme ou que je fasse appel à quelqu'un pour le faire, que je contacte la police avec un type d'autorité différent derrière moi, en tant que mari plutôt qu'une femme essayant de se faire croire. Elle avait peur que mon intervention ne fasse qu'empirer les choses, que lui l'interprète comme une provocation, une escalade qu'il se sentirait en droit de contrer. Une image fugace de moi, protégeant Nathalie ou Paige avec une ferveur parfois excessive, une tendance à vouloir régler les problèmes rapidement et bruyamment, me traversa l'esprit. Elle me connaissait trop bien, et c'était précisément cette connaissance qui l'avait poussée au silence. Elle m'avait protégé de la peur, et elle s'était protégée elle-même de la possibilité que je ne gère pas la situation comme elle en avait besoin. C'était une protection à double tranchant, une sorte de sacrifice silencieux qui me glaçait le sang. La pièce verrouillée n'était pas un secret pour moi, mais un abri contre la chose qu'elle n'osait nommer, une forteresse érigée au cœur de notre foyer, et dont j'avais ignoré l'existence. L'ironie était brutale. Je suis resté assis sur ce sol de béton froid pendant un temps que je n'aurais pas su quantifier.
Les minutes s'étiraient, devenant des heures, alors que l'air lourd du sous-sol semblait se figer autour de moi. La lampe de travail à LED émettait un bourdonnement aigu et constant, son faisceau blanc et cru dévoilant impitoyablement chaque grain de poussière dans l'air. Au-dessus de ma tête, la chaudière, enfin réparée, fonctionnant correctement, le bruit cyclique et lancinant ayant disparu, ronronnait doucement, comme un animal domestique apaisé. Je pouvais sentir la chaleur douce et régulière se diffuser à travers les conduits. Une bulle de confort physique qui contrastait violemment avec la tempête qui faisait rage en moi. Le froid du béton s'infiltrait lentement dans mes vêtements. Mais je ne bougeais pas. J'étais enraciné là, l'esprit en suspens, mon corps refusant de se conformer à la réalité du temps qui passe. J'ai relu la lettre une deuxième fois, chaque mot s'imprimant plus profondément, chaque phrase révélant une strate supplémentaire de son sacrifice. Puis je l'ai posée délicatement sur le petit bureau de fortune et j'ai levé les yeux vers les étagères. 7 ans de classeur, 7 ans de documentation que ma femme avait méticuleusement assemblée, seule, dans une pièce qu'elle avait aménagée dans l'espace vide de notre sous-sol. Dans cette maison que nous partagions, où nous dormions côte à côte chaque nuit, où elle préparait le café chaque matin, et où nous nous asseyions l'un en face de l'autre à la table de la cuisine. 7 ans. Le chiffre résonnait dans le silence du sous-sol, un gong lourd et sinistre. J'ai essayé d'appréhender l'ampleur de cela. Ce que cela devait signifier de porter un tel fardeau pendant 7 ans sans jamais pouvoir le déposer. De se réveiller chaque jour à côté de la personne qu'on aime et en qui on a confiance. Et de ne pas pouvoir prononcer un mot de ce qui nous ronge. De maintenir, avec une parfaite maîtrise de soi, jour après jour, la surface d'une vie ordinaire, tandis qu'en dessous, une peur intime, lente et persistante, creusait son chemin. Je me suis revu des dizaines de fois, riant à table, discutant de banalités, la main sur la sienne, complètement aveugle à l'abîme qui se cachait juste sous nos pieds. Elle était là, à mes côtés, une présence si familière. Et pourtant, dans son esprit, elle menait une guerre silencieuse dont j'ignorais tout. La pensée de sa solitude, de son courage silencieux, me serrait la gorge. Ce que je ressentais, à ce moment précis, n'était pas de la colère. Je tiens à être précis à ce sujet, car la colère est venue plus tard, mais pas là où l'on aurait pu l'attendre. Ce que j'ai ressenti en premier lieu fut quelque chose qui m'a surpris par son intensité et sa nature. Une terrible clarté. C'était comme si un voile épais avait été brutalement arraché de mes yeux. Toutes les petites choses que je n'avais pas comprises chez Diane prenaient soudainement un sens glaçant. La façon dont elle devenait parfois silencieuse au milieu d'une soirée ordinaire, sans raison identifiable pour moi. Une fois, je me souviens, nous regardions un vieux film, blotti sur le canapé, et son regard s'était perdu dans le vide, son sourire s'effaçant. Je lui avais demandé si tout allait bien, elle avait murmuré « juste fatiguée » et avait changé de sujet, mais ses yeux trahissaient une anxiété que je n'avais pas su décoder. La manière dont elle manipulait son téléphone avec une vigilance particulière, le vérifiant, puis le posant face cachée, puis le vérifiant à nouveau. 1 ou 2 fois, je l'avais vue tressaillir au son d'une notification, son visage se crispant avant qu'elle ne reprenne son calme. Et puis, la façon dont elle avait suggéré, à 2 reprises au cours de la dernière année, que nous envisagions de déménager dans une autre maison. Quand je lui avais demandé pourquoi, nous aimions la rue Kellerman. Nous avions tout construit ici, notre vie, nos souvenirs, le jardin qu'elle adorait. Elle avait simplement dit qu'elle se posait parfois la question, puis avait rapidement changé de sujet, l'air évasif. Je m'étais contenté de hausser les épaules à l'époque, attribuant cela à une de ses lubies passagères. Elle surveillait un périmètre dont j'ignorais l'existence. Et moi, j'avais vécu à l'intérieur de ce périmètre, inconscient, l'appelant la paix. C'était une paix construite sur son silence, sur son fardeau. J'ai fini par appeler mon frère, Marcus. La décision n'avait pas été facile. C'était comme admettre une défaite que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon pouce a hésité longtemps, au-dessus du contact dans mon répertoire. Marcus a décroché à la 3e sonnerie. J'ai entendu la télévision en arrière-plan. Il avait toujours quelque chose d'allumé le soir, du sport ou un documentaire sur la nature. Quelque chose qu'il regardait d'un œil distrait pendant qu'il réfléchissait. C'était le bruit familier de sa vie, un ancre dans la mienne. Il a coupé le son sans que je le lui demande, dès qu'il a entendu ma voix. Il n'y avait pas besoin de mots pour qu'il sache que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit où j'étais, assis sur le sol en béton de mon sous-sol, avec un cadenas à côté de moi et une lettre dans ma main.
Les mots sortaient avec difficulté, ma gorge serrée, ma voix à peine un murmure. « Dis-moi », a-t-il dit, sa voix grave et posée, sans une once de jugement. Et je lui ai tout raconté, les mots se bousculant, parfois incohérents. Mais il écoutait, patient, sa présence au bout du fil, une bouée dans la tempête. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux, de cette manière particulière à Marcus quand il réfléchissait vraiment. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui ne savait pas quoi dire, mais le silence de quelqu'un qui attendait d'être absolument sûr de ses pensées avant de les exprimer. Un silence lourd, réfléchi, qui me laissait à mes propres angoisses. « Elle a construit une pièce dans ta maison », a-t-il dit finalement, sa voix basse, comme s'il testait la réalité de mes paroles. « Oui. Pour se protéger. Oui. » Une autre pause, plus longue. J'ai entendu un soupir léger de son côté de la ligne. « Et elle ne t'a jamais dit de quoi elle avait peur. »« 8 ans, ai-je corrigé, la gorge serrée, la correction presque un sanglot étouffé. Parce qu'elle pensait que tu gérerais ça de la mauvaise façon. J'ai expiré lentement, l'air lourd dans mes poumons. C'est ce que dit la lettre. « Est-ce qu'elle a raison ?» a demandé Marcus. Non pas méchamment, juste directement, comme il l'était toujours, sans fioriture. Sa franchise était parfois brutale, mais toujours honnête. J'y ai réfléchi, le poids de la question écrasant. Des images de mon passé, de ma tendance à vouloir tout contrôler, tout régler par la force ou l'organisation, ont traversé mon esprit. Peut-être, ai-je admis, un aveu difficile. La version de moi d'il y a 5 ans, peut-être. Et maintenant, j'ai regardé les étagères, les classeurs alignés, leurs tranches muettes, mais dont le contenu criait une histoire de persévérance et de terreur. L'ordinateur portable sur le petit bureau, l'outil de son combat solitaire. Des années et des années de travail minutieux, privé, invisible. Je ne sais pas encore, ai-je dit, ma voix étranglée. Mais je veux le découvrir. Marcus a laissé cette phrase flotter un instant, me laissant seul avec sa signification. Puis il a dit « Tu vas devoir être très patient avec elle. Pas d'une manière martyre, d'une manière réelle. » Je sais, ai-je murmuré, la leçon déjà amèrement apprise. Et patient avec toi-même. Tu vas te sentir coupable. Tu vas avoir l'impression de l'avoir trahi en ne sachant pas. Ne laisse pas cette culpabilité faire de la suite une question de toi. Ces mots étaient un coup de poing à l'estomac, mais un coup nécessaire. Je n'ai rien dit, la gorge nouée, les larmes menaçant de monter. Il avait mis le doigt sur ma plus grande crainte, la honte qui commençait à me ronger. « Danny », a-t-il dit. Il ne m'appelait jamais Danny. C'était Robert. Danny était un lapsus, un résidu de 40 ans de fraternité, et cela me disait qu'il était plus inquiet qu'il ne le laissait paraître. C'était un appel à la tendresse, une alerte silencieuse. « Je t'entends », ai-je répondu, ma voix à peine audible. « Appelle-moi demain », a-t-il dit, après lui avoir parlé. J'ai dit que je le ferais. Nous nous sommes dit au revoir. Le clic du téléphone signifiant la fin de notre conversation a résonné lourdement dans le sous-sol. Je suis resté assis sur le sol encore un peu plus longtemps, la main serrée sur le téléphone inerte. Le silence est revenu, plus dense, plus oppressant. Puis je me suis levé, mes membres raides, et j'ai éteint la lampe LED. L'obscurité a enveloppé la pièce, ne laissant qu'une faible lueur filtrant de la petite fenêtre en hauteur. J'ai verrouillé la porte derrière moi, le son du cadenas cliquant, un bruit définitif, résonnant dans le vide. Puis je suis monté à l'étage pour préparer le dîner. Un geste banal, absurde, après ce que je venais de découvrir. Ce que je ressentais à ce moment précis n'était toujours pas de la colère. C'était un mélange amer de regret, de tristesse profonde et d'une étrange admiration pour la force insoupçonnée de ma femme. Je vais vous demander de rester avec moi ici, car il y a encore beaucoup à raconter, et c'est important. Mais d'abord, si cette histoire résonne avec quelque chose dans votre propre expérience, si vous savez ce que cela fait de porter quelque chose seul parce que vous avez peur de ce que le fait de le dire provoquera, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Vous n'avez pas à dire ce que c'est. Faites-moi simplement savoir que vous êtes là. Ces commentaires ne sont pas rien. Ils sont la preuve que vous n'êtes pas seul, que nous sommes nombreux à porter des fardeaux invisibles. C'est un espace de partage silencieux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le dès maintenant. Ce qui vient ensuite, la conversation que j'ai eue avec Diane lorsqu'elle est rentrée, et ce qui s'est passé dans les 6 mois qui ont suivi, est quelque chose que je pense que vous devriez entendre.
Cela change la forme de tout, de la manière dont je perçois notre histoire, et peut-être la vôtre. Diane est rentrée le vendredi soir. La lumière du crépuscule d'automne s'estompait doucement alors que les phares de sa voiture balayaient l'allée. Le bruit familier de sa clé dans la serrure, le cliquetis du porte-clés, puis le léger grincement de la porte d'entrée. Des sons qui, jusqu'à présent, n'avaient évoqué que le confort et la routine. Ce soir, ils annonçaient un face-à-face inévitable, le début d'une nouvelle ère. J'étais assis à la table de la cuisine quand elle est entrée. J'avais préparé le dîner. Quelque chose de simple, une de ces recettes que l'on exécute machinalement, sans y penser. La table était mise, chaque couvert à sa place. Son verre d'eau, déjà rempli, attendait. La lettre, elle, était retournée dans son enveloppe, et l'enveloppe, sagement posée sur le bureau du sous-sol, exactement là où je l'avais trouvée. Un simulacre de normalité, un fragile rempart contre l'inévitable. Elle a franchi le seuil, et son mouvement s'est arrêté net dès qu'elle m'a aperçu. Le léger bruit de la porte se refermant derrière elle a résonné dans le silence soudain de la pièce. Lentement, ses doigts ont relâché la poignée de son sac de voyage, un grand fourre-tout en toile sombre, usé par les allers-retours. Elle l'a déposé au sol avec une délibération qui en disait long. Ses yeux ont parcouru mon visage, cherchant à y déchiffrer ce que je pouvais bien y cacher, ou au contraire, ce que je ne pouvais plus dissimuler. « Comment s'est passé Portland ?» ai-je demandé, ma voix sonnant étrangement calme dans mes propres oreilles. « Bien » a-t-elle répondu, sans bouger de l'entrée. L'ombre de l'automne, désormais nuit noire, s'étirait derrière elle. « Et la chaudière ?»« Réparée, ai-je dit. Phil a fait du bon travail. » Un silence. Pas un silence vide, mais le genre de pause qui pèse, d'un poids palpable que les deux personnes présentes dans la pièce sentent presser contre les murs, étouffant l'air. Un silence gorgé d'attente, de questions muettes. J'ai entendu le tic-tac discret de l'horloge murale, soudain amplifié, et le léger ronronnement du réfrigérateur, seul témoin de cette tension. Robert. Son nom dans sa bouche était un murmure, une reconnaissance. « Viens t'asseoir », ai-je dit, adoucissant ma voix. « S'il te plaît. » Elle s'est avancée, ses pas légers sur le parquet, et s'est assise en face de moi. J'ai pris la bouteille et lui ai versé du vin. Pendant un instant, nous n'étions que deux personnes à table, plongées dans la mécanique ordinaire d'une soirée partagée. Je la sentais essayer de déterminer à quelle version de cette situation elle était confrontée. Si j'étais en colère, si j'étais blessé, si elle était sur le point de perdre quelque chose qu'elle craignait de perdre depuis 8 ans. Une angoisse sourde, tapie dans l'ombre de notre quotidien. J'ai trouvé la pièce, ai-je dit, brisant le fragile équilibre. Elle est devenue immobile, d'une immobilité totale, comme si le temps s'était figé autour d'elle. Même le scintillement des bougies sur la table semblait hésiter. « J'ai trouvé la clé dans ton bol », ai-je ajouté, ma voix gardant une étrange neutralité. Je suis descendu et j'ai ouvert la porte. J'ai lu la lettre. L'immobilité a duré plusieurs secondes. Ses mains, posées à plat sur la table en bois patiné, n'ont pas bougé. Ses yeux, d'un bleu profond, ont croisé les miens avec une expression que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer. Quelque chose de complexe, de stratifié, quelque chose qui avait été préparé pour ce moment, mais pas tout à fait prêt à ce qu'il arrive maintenant. « J'allais te le dire », a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Je sais », ai-je répondu. « Je te crois. » Quelque chose a cédé dans son visage, un masque de tension se brisant en fines fissures. J'ai vu la ligne de ses lèvres se relâcher, la légère fronce de ses sourcils s'estomper. C'était un changement subtil, mais profond. « Tu n'es pas en colère », a-t-elle dit. Ce n'était pas tout à fait une question, plutôt une constatation teintée de surprise et d'un espoir encore fragile. « Pas contre toi », ai-je précisé. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à pleurer. Les larmes sont venues à la manière de Diane pour toute chose, sans artifice, sans effondrement spectaculaire. Juste l'arrivée silencieuse de quelque chose qui avait été retenu pendant très très longtemps. Elle a pressé le dos de sa main brièvement contre ses yeux, un geste si caractéristique d'elle, si ancré dans sa pudeur, que j'ai senti quelque chose se serrer douloureusement dans ma poitrine. C'était la manifestation physique d'une douleur invisible, enfin libérée. Je me suis levé et contourné la table et ai tiré la chaise à côté d'elle pour m'asseoir près d'elle. Je n'ai rien dit. J'ai passé mon bras autour de ses épaules,
sentant la chaleur de son corps trembler légèrement, et les laisser pleurer jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Le silence de la cuisine, autrefois pesant, était maintenant rempli du seul son de ses sanglots étouffés, un son qui me perçait l'âme. Quand elle a finalement levé les yeux, ils étaient rouges et gonflés, mais sa voix était étonnamment ferme. Elle avait toujours eu cette capacité à retrouver sa contenance, même après les tempêtes intérieures les plus violentes. J'ai répété cette conversation pendant des années, a-t-elle dit, un sourire amer effleurant ses lèvres. Par quoi commence la version répétée ? Ai-je demandé doucement, essayant d'alléger un peu le poids de la situation. Elle a presque souri. Par des excuses, de très longues excuses. Tu n'as pas besoin de commencer par là, ai-je dit, ma main se posant sur son bras. Je te l'ai caché, Robert. 8 ans, ce n'est pas... Diane. Je l'ai interrompue, attendant qu'elle me regarde directement, les yeux pleins de cette force tranquille que j'avais toujours admirée en elle. Relis ta propre lettre. Tu sais pourquoi tu l'as gardée. Je sais pourquoi tu l'as gardée. Nous pourrons discuter si les choses auraient dû se passer différemment. Mais je ne vais pas rester assis ici et te laisser t'excuser d'avoir cherché à te protéger. Elle est restée silencieuse un long moment, absorbant mes mots, les tournant et les retournant dans son esprit. La lumière tamisée des bougies dansait sur son visage, révélant la complexité de ses émotions. « Raconte-moi depuis le début », ai-je repris, ma voix emplie d'une nouvelle détermination. Tout, pas la version documentée que j'ai lue dans les dossiers, la vraie version, ce que ça a fait. Alors elle l'a fait, pas de manière dramatique. Diane ne faisait jamais les choses de manière dramatique. C'était calme, un lent remplissage des yeux, une gestion prudente de sa respiration, les larmes coulant sur son visage de manière ordonnée, ce qui les rendait d'une certaine façon plus dévastatrices à observer. C'était la dignité dans la souffrance, le contrôle même dans le déchaînement émotionnel. J'ai tendu la main sur la table et j'ai posé la mienne sur la sienne, une encre silencieuse dans la tempête qu'elle s'apprêtait à déchaîner. « Dis-moi depuis le début », ai-je répété, ma voix un murmure d'encouragement. Alors elle l'a fait. Pendant 3 heures, elle m'a raconté ce qu'elle n'avait pas pu dire pendant 7 ans. Pas seulement les faits que j'avais lus dans les classeurs, les incidents, les rapports, la documentation froide et impersonnelle, mais l'expérience de tout cela. Ce que ça faisait de reconnaître un schéma que l'on ne pouvait prouver à personne d'autre. Le coup de maintenir une façade de normalité. Ce que cela vous faisait, au fil des années, de porter une peur qui n'avait pas de forme fixe, qui apparaissait et disparaissait sans avertissement, que les gens autour de vous ne pouvaient pas entièrement voir. Elle a parlé de l'isolement, de la vigilance constante, de l'épuisement mental, des nuits blanches où le moindre bruit prenait des proportions terrifiantes. Je me suis imaginé des fragments de sa vie d'avant moi, des ombres furtives, des silences forcés, des sourires tendus pour masquer l'angoisse. Elle m'a dit pourquoi elle ne m'avait pas raconté. J'ai écouté sans l'interrompre. Non pas parce que je n'avais rien à dire. Mon esprit fourmillait de questions, de pensées, de chocs et de compréhension. Mais parce que je savais, assis en face d'elle, la regardant parler de 7 années de vigilance privée, que ce n'était pas le moment de ma réponse. C'était le moment pour elle d'être entendue. Complètement. Pour la première fois de sa vie. Le repas froid sur la table, les verres vides, le temps qui s'étirait, tout s'effaçait devant la puissance de sa confession. Quand elle a eu fini, le vin était bu, la nourriture avait refroidi et l'horloge de la cuisine affichait 22h15. La nuit était profonde, et avec elle, une nouvelle profondeur s'était installée entre nous. « Je suis désolée, a-t-elle dit, sa voix redevenue fragile. « Je suis désolée de ne pas t'avoir fait confiance. » J'ai réfléchi à la manière de répondre à cela. J'y ai réfléchi très attentivement, pesant chaque mot dans ma tête. C'était un moment charnière, et mes paroles devaient être justes, précises, empreintes de la compréhension que je ressentais désormais. « Tu t'es fait confiance ?» ai-je dit, ma voix calme et assurée. « Pendant 7 ans, tu t'es protégé toi-même. Ce n'est pas un échec de la confiance. C'est ce que tu devais faire, Diane. » Elle m'a regardé, ses yeux cherchant une confirmation, une absolution. « Mais je suis là », ai-je ajouté, mon regard ancré dans le sien. « J'ai été là pendant 8 ans, et si tu me le permets, j'aimerais t'aider à porter ce fardeau maintenant. À 2, ce sera plus léger. » Les 6 mois qui ont suivi ont été les plus difficiles et les plus honnêtes de notre mariage. Nous avons trouvé une thérapeute ensemble,
une spécialiste des traumatismes et de la surveillance intime à long terme, une femme nommée Dr Faris. Son cabinet se trouvait au 4e étage d'un immeuble du centre-ville, un édifice en pierre grise dont la façade austère contrastait avec la douceur de l'intérieur. La salle d'attente baignait dans une lumière naturelle apaisante, filtrée par de larges fenêtres donnant sur un petit parc, et ses fauteuils moelleux invitaient au recueillement. Il y régnait ce silence particulier, une qualité d'écoute palpable qui vous indiquait que l'espace avait été intentionnellement conçu pour des personnes qui apprenaient à parler, à se livrer. L'air y était léger, presque poudré, et on percevait à peine le léger bourdonnement lointain de la circulation urbaine comme un murmure étouffé. Lors de la première séance, le docteur Faris a posé à Diane la question la plus directe qui soit, ce dont elle avait le plus besoin. Diane a réfléchi un instant, ses yeux parcourant la pièce, s'attardant sur une plante verte près de la fenêtre, comme si la réponse pouvait s'y cacher. Le silence s'est étiré, lourd de toutes les années de non-dit. Puis, sa voix a émergé, un peu rauque, mais empreinte d'une nouvelle détermination. Cessez d'être la seule personne dans la pièce à savoir. L'aveu était simple, brutal, et il a résonné en moi comme un coup de poing. C'était la libération d'un fardeau que j'avais, sans le savoir, contribué à alourdir par mon ignorance. Le docteur Faris a hoché la tête, un mouvement lent et mesuré. Ses yeux, d'un bleu profond, se sont ensuite tournés vers moi. « Et vous, Robert, de quoi avez-vous le plus besoin ?» Mon propre silence a été plus court, mais tout aussi chargé. J'avais passé des jours à anticiper cette question, à peser les mots. Je ne voulais pas de réconfort facile. Je ne voulais pas d'absolution. Comprendre ce que j'ai manqué, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Pas me sentir mieux de l'avoir manqué. Juste, réellement, comprendre. C'était une quête de vérité, aussi douloureuse soit-elle, une tentative de réparer une cécité involontaire. Nous avons commencé à travailler à partir de là, pièce par pièce, mémoire par mémoire. Le processus, celui de passer en revue 7 années de documentation minutieuse, nous a pris, à Diane et moi, puis avec l'aide d'une avocate spécialisée dans ce domaine, la majeure partie de ces 6 mois. C'était un travail colossal qui exigeait une patience infinie. Ce qu'elle avait assemblé était remarquable, une véritable œuvre de persévérance et de survie. Des classeurs par dizaines, remplis de fiches, de photos, de captures d'écran, de relevés d'appels. Chaque document était méticuleusement annoté, daté, référencé. La table de la salle à manger, d'habitude le théâtre de repas familiaux, était devenue notre quartier général, encombré de piles de papier, de post-it colorés et d'ordinateurs portables. C'était le genre de dossier qui, présenté correctement, n'était plus la parole d'une femme contre un schéma qu'elle ne pouvait prouver. C'était une preuve irréfutable, organisée, datée, recoupée. Le genre de choses qui changeait radicalement la conversation avec des professionnels du droit, qui forçait la reconnaissance d'une réalité jusque-là invisible. Je veux vous dire ce que ces semaines passées à examiner tout cela ensemble ont représenté, car elles ont été différentes de tout ce que j'avais pu vivre dans ma vie professionnelle ou personnelle. Nous nous asseyons à la table de la cuisine, les classeurs ouverts entre nous, leurs pages bruissant doucement sous nos doigts. La lumière du jour déclinait à travers la fenêtre, colorant le bois clair de la table. Puis la lumière artificielle prenait le relais, projetant de longues ombres sur les documents. Diane narrait chaque entrée avec la même précision clinique qu'elle apportait à tout. Cette date, ce lieu, voici ce que j'ai observé, voici ce que j'ai fait. Elle parlait d'une voix neutre, comme une archiviste, mais je sentais sous cette couche de calme la tension, la douleur contenue. Et moi, j'écoutais. Je n'intervenais pas. Je ne cherchais pas à résoudre le problème en temps réel. Je ne disais pas ce que j'aurais fait différemment. Je me contentais d'écouter, parce que le docteur Faris m'avait dit, lors de l'une de nos premières séances, que l'une des choses les plus importantes que je pouvais offrir à Diane était l'expérience d'être crue sans être sauvée. D'avoir son récit reçu comme une vérité complète, non comme un problème nécessitant une action immédiate. C'était plus difficile que cela n'y paraissait. Je suis une personne qui réagit à l'information par des plans. J'avais passé 23 ans dans la gestion immobilière à développer un instinct d'évaluation et de remédiation. Voir le problème, élaborer la solution, exécuter. Je me souvenais de cas complexes, comme l'effondrement partiel d'un entrepôt ou des litiges d'expulsion délicats.
où mon rôle était de prendre des décisions rapides et efficaces. M'asseoir avec 7 années de peur documentée et ne rien faire d'autre qu'être présent exigeait une forme de retenue que je devais pratiquer consciemment, comme on s'entraîne à une discipline physique avec répétition et intention. Mon corps entier semblait vouloir bondir, analyser, agir, mais je me forçais à rester immobile, à absorber, à respirer. Il y avait des soirs où je fermais le classeur, le bruit sec du clip résonnant dans le silence de la cuisine, et j'allais me préparer une tisane. Je me tenais debout devant le comptoir en granit froid, les mains autour de ma tasse chaude, pendant quelques minutes à ne rien faire du tout, respirant lentement, laissant le poids émotionnel de ce que j'avais entendu se déposer au lieu de chercher immédiatement un endroit où le ranger. L'odeur apaisante de la camomille emplissait l'air, contrastant avec l'amertume des histoires qui venaient de s'y dérouler. Diane l'a remarqué. Un soir, elle est entrée dans la cuisine et m'a trouvé là, les yeux dans le vague. « Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout ça », a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. Elle avait cette capacité à lire mes silences, à percevoir mes luttes intérieures. « Je sais », ai-je répondu, sans me tourner, ne voulant pas briser l'instant. « Je te vois travailler sur toi-même », a-t-elle ajouté. « Ça signifie quelque chose. » Je me suis tourné pour la regarder. Son visage, éclairé par la lumière tamisée de la hotte, était à la fois épuisé et plus serein que je ne l'avais vu depuis des années. « J'ai passé 7 ans à ne pas savoir », ai-je dit, le regret pesant dans mes mots. Le moins que je puisse faire, c'est l'apprendre correctement maintenant. Elle est venue se tenir à côté de moi, appuyée contre le comptoir. Nous sommes restés là un moment, sans parler, le silence n'ayant pas besoin d'être comblé. C'était le genre de silence que l'on ne partage qu'avec quelqu'un avec qui on a vécu longtemps, où la présence de l'autre suffit. C'était sa propre forme de progrès, un lent retour à une intimité plus profonde. Le nom de l'avocate était Geneviève Park. Elle avait 41 ans, était directe et parlait avec l'assurance mesurée de quelqu'un qui avait passé des années à devenir experte dans un domaine que la plupart des gens préféraient ne pas envisager. Son bureau, au rez-de-chaussée d'un élégant immeuble haussmannien, était ordonné, mais chaleureux, rempli de livres de droit et de plantes vertes. Elle a passé 2 sessions entières à éplucher les classeurs et les fichiers numériques que Diane avait accumulés. L'atmosphère était tendue, lourde d'attente, tandis que Geneviève absorbait chaque détail, ses yeux vifs parcourant les pages, ses doigts tapotant parfois son menton. Puis, elle s'est adossée à sa chaise en cuir, un soupir léger s'échappant de ses lèvres. Elle a regardé Diane, un léger sourire aux lèvres. « Vous avez fait du bon travail ?» a-t-elle dit. Diane, qui avait retenu sa respiration pendant tout le temps de l'examen, a exhalé lentement, un souffle long et tremblant qui semblait libérer des années de tension. « Je sais que ça ne semble pas être le cas, » a repris Geneviève, sa voix empreinte d'une douce compréhension. « Mais ce que vous avez bâti ici a une valeur immense. » Pour Diane, c'était plus qu'une validation professionnelle, c'était une reconnaissance de sa souffrance et de sa force. Et cela a eu de l'importance. 3 mois plus tard, entre la documentation que Diane avait assemblée et le processus juridique formel que Geneviève avait magistralement mené, nous avons obtenu une ordonnance restrictive, une vraie, avec des conséquences concrètes, des clauses strictes et des pénalités claires. C'était le genre d'instrument qui changeait le calcul pour quelqu'un qui avait passé 7 ans à opérer dans l'espace liminal entre le visible et l'invisible, entre la certitude et la folie. Ce n'était pas seulement un papier, c'était une ligne dans le sable, une frontière légale qui promettait, enfin, une forme de sécurité. Je ne vais pas vous dire que cela a tout résolu. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Les séquelles psychologiques de 7 années ne se dissolvent pas d'un coup de plumeau quand un document légal est déposé. Diane vérifiait encore son téléphone avec cette vigilance particulière parfois, son pouce effleurant l'écran sans le déverrouiller. Elle se taisait encore les soirs, où je ne pouvais pas prédire ce qui la ramenait à son passé. Elle avait toujours des moments où la peur qui avait coulé sous tout le reste refaisait surface de manière qui n'était pas toujours visible pour moi, mais que j'apprenais lentement à reconnaître. Un regard furtif vers la fenêtre, un sursaut à un bruit inattendu dans la maison bourgeoise, une rigidité soudaine de ses épaules. Mais il y avait aussi de nouvelles choses, des signes, subtils comme des bourgeons au printemps, qui annonçaient un renouveau. Il y a eu ce matin où elle est descendue,
et a laissé son téléphone sur le comptoir en préparant son café, face visible et non face cachée, et ne l'a pas vérifié une seule fois pendant le petit déjeuner. Une petite chose, insignifiante pour la plupart. Mais je l'ai remarqué. Je n'ai rien dit, de peur de briser la fragilité de l'instant. Mais je l'ai gardé en moi, précieusement, comme la preuve irréfutable de quelque chose qui changeait. Une graine d'espoir qui commençait à germer dans le terreau de notre vie retrouvée. Il y a eu ce soir-là où, contre toute attente, elle a suggéré que nous finissions enfin le sous-sol. Ce sous-sol, un fouillis d'objets oubliés et de promesses non tenues, devait devenir l'atelier que j'avais toujours rêvé d'avoir, et une pièce de rangement digne de ce nom, avec de vraies étagères et une touche de peinture fraîche. Son ton, un mélange de questions et d'affirmations, portait une nouvelle assurance. L'idée m'a d'abord surpris. J'avais toujours repoussé ce projet, comme tant d'autres petits travaux domestiques. Mais en la regardant, j'ai compris que son idée n'était pas seulement pratique, elle était symbolique. Nous y avons passé un samedi entier, les manches retroussées, à déplacer des cartons poussiéreux, à mesurer des espaces imaginaires, à esquisser des plans sur des bouts de papier. L'air y était toujours un peu lourd, empreint de l'odeur terreuse du vieux béton et du silence des choses inutilisées. Mais sa présence à mes côtés, l'énergie qu'elle dégageait, commençait déjà à chasser cette atmosphère. C'est elle qui a suggéré de peindre les murs d'un blanc chaud et lumineux, plutôt que le gris utilitaire que j'avais initialement envisagé. « Je veux que cet endroit se sente différent », avait-elle dit, son regard balayant les murs encore bruts, une lueur de détermination dans ses yeux. Plus léger, moins chargé. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. J'ai compris que ce n'était pas seulement pour le béton et les parpaings qu'elle parlait. Le week-end suivant, armés de rouleaux et de pinceaux, nous avons transformé l'intention en réalité. Nathalie, notre fille aînée, est venue nous prêter main forte, son énergie adolescente apportant une touche de légèreté. Nous avons mis de la musique, commandé des pizzas, et chaque coup de pinceau semblait effacer un peu de cette lourdeur passée, remplissant l'espace d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle promesse. C'était bien plus qu'une simple rénovation. C'était une reconstruction, un acte de libération. Le vieux bureau métallique, témoin silencieux de tant d'heures d'angoisse, avait été démonté et emporté. Les classeurs, leur contenu scellé par le passé, reposaient désormais en sécurité dans l'entrepôt sécurisé de Geneviève, à leur juste place. Le classeur à tiroirs, lourd de secrets, avait suivi le même chemin, libérant l'espace qu'il occupait. Seule la petite lampe LED à pince, autrefois accrochée à cette porte désormais disparue, avait été réaffectée. Elle projetait toujours cette lumière claire, presque clinique, sur mon nouvel établi, comme un rappel de la lucidité nécessaire. Mais le cadenas, lui, je l'avais gardé. Pas comme une relique macabre, ou le sombre emblème d'un passé douloureux. Non, je l'avais conservé parce qu'il était, d'une manière étrange et profonde, la preuve tangible d'une force que j'avais appris à admirer et à respecter, la capacité de ma femme à se protéger, à ériger une forteresse intérieure quand le monde extérieur ne lui offrait aucune échappatoire. Son courage méthodique, sa détermination silencieuse. Les 7 années vécues en façade d'une vie ordinaire, tandis qu'elle portait un fardeau extraordinaire. Le poids du métal dans ma main, sa surface rugueuse, le clic métallique de sa fermeture, tout me rappelait la vulnérabilité et la résilience. Il repose désormais dans un coin de mon bureau, à côté de ma tasse de café vide ou de mon carnet de notes. De temps en temps, mon regard s'y pose, et il me rappelle l'importance de prêter attention, d'observer avec une acuité nouvelle les recoins de notre vie, même ceux que je croyais connaître par cœur. Les pièces de la maison, les silences de Diane, les non-dits qui, parfois, en disent de plus long que les mots. Il y a autre chose que je veux vous confier. Environ 2 mois après ces événements marquants, alors que le souvenir de l'hiver s'estompait, je suis redescendu dans la chaufferie. L'air y était toujours un peu confiné, mais l'odeur de mazout et de poussière avait été supplantée par une légère chaleur émanant de la chaudière. Ce n'était pas pour une raison particulière, juste la vérification de routine du filtre, un geste que je faisais tous les quelques mois. Je suis resté un instant, écoutant le ronronnement régulier de la machine. Propre, constant, sans le moindre bruit suspect. Plus de claquements irréguliers, plus de ces sifflements inquiétants qui avaient alerté le réparateur. Phil avait tenu parole. Son travail était impeccable. Et là, mon esprit est revenu à ce message. Ce simple SMS affiché sur l'écran de mon téléphone, alors que j'étais en réunion, le froid de novembre s'infiltrant par les fenêtres de mon bureau.
Monsieur, il y a une porte verrouillée dans votre sous-sol dont je n'avais pas été informé. 47 mots. Envoyés en une trentaine de secondes, sans doute, par réflexe professionnel. Une prudence polie de la part d'un homme qui faisait son travail avec minutie. 47 mots qui, en un instant, avaient fait basculer mon monde. Non pas parce qu'ils révélaient quelque chose de sinistre ou de dangereux, mais parce qu'ils m'avaient forcé à regarder. Ils m'avaient poussé à franchir un seuil dont j'ignorais l'existence, à découvrir les preuves tangibles des 7 années de vie cachée de ma femme. Non pas une vie secrète par tromperie, mais cachée de la manière dont toute douleur se dissimule quand elle ne sait pas si elle sera accueillie, comprise. Phil, lui, ne savait rien de tout cela. Il avait simplement fait son travail. Réparer la chaudière, remarquer la porte, envoyer le message, puis était rentré chez lui, inconscient du séisme qu'il avait provoqué. J'ai souvent pensé à appeler son entreprise. Non pas pour me plaindre, mon Dieu, surtout pas pour me plaindre, mais pour exprimer une gratitude qui n'aurait aucun sens sans une histoire que je ne pouvais raconter à personne d'autre. Une gratitude qui me brûlait les lèvres sans jamais pouvoir s'extérioriser. Certaines choses n'ont pas de fin nette. Certaines vérités nous parviennent par des chemins si improbables que la gratitude qu'on ressent pour elles n'a d'autre exutoire que l'intériorité. C'est là que la mienne s'est logée, profondément, comme un secret partagé avec moi-même. 8 mois se sont écoulés depuis ce matin de novembre qui a tout bouleversé. 8 mois, c'est à la fois une éternité et un battement de cils, le temps nécessaire pour que les bourgeons du printemps s'épanouissent et que l'été laisse place à l'automne. Je veux vous dire où nous en sommes. Diane continue sa thérapie avec le docteur Faris, un pilier de soutien qu'elle a trouvé. Quant à moi, j'ai également entamé un travail individuel, 3 mois après que Diane et moi ayons commencé les séances de couple. Plus je comprenais le poids qu'elle avait porté, plus je ressentais le besoin de comprendre pourquoi je n'avais rien remarqué. Cette exploration intérieure est un processus à part entière, aussi fructueux qu'inconfortable, une nécessité qui m'a forcé à regarder mes propres angles morts. La maison de la rue Kellerman, cette grande maison bourgeoise aux airs un peu fiers, est désormais nôtre d'une manière qu'elle n'était pas auparavant. Non pas qu'elle ait changé physiquement. La véranda qui l'enveloppe attend toujours sa couche de peinture fraîche et la zone verte s'étend toujours derrière le jardin, un havre de nature sauvage où les oiseaux nichent. Mais nous la voyons différemment. Nous la traversons avec une attention délibérée, celle qui vient du rappel brutal que la familiarité n'est pas synonyme de connaissance profonde. Chaque craquement du parquet, chaque rayon de soleil filtrant à travers les rideaux, résonne avec une nouvelle signification. Nathalie et Paige, mes filles, connaissent une partie de ce qui s'est passé. Pas tout, bien sûr. L'histoire de Diane lui appartient, elle la partagera selon ses propres termes, à son rythme. Mais elles savent que leur père prend son mariage au sérieux d'une manière qu'il n'avait peut-être pas toujours montrée, ou du moins pas avec cette intensité. Nathalie m'a dit un jour, lors d'un appel téléphonique en plein hiver, alors que la neige recouvrait les toits et que les journées étaient courtes, « Papa, tu sembles différent. » Je lui ai demandé comment. Plus attentif, a-t-elle répondu, sa voix au téléphone portant une maturité surprenante. Dans le bon sens du terme. Comme si tu vérifiais vraiment les pièces de la maison, tu sais. Pas juste les traverser, mais les regarder. Je lui ai raconté l'histoire du réparateur de chaudière. Pas toute l'histoire, non, juste le fait brut. Qu'un homme avait envoyé un message qui m'avait obligé à regarder ce que j'ignorais, et que ce que j'avais découvert avait changé ma façon de voir les choses, ma façon de comprendre le monde autour de moi. Elle est restée silencieuse un instant, le temps que mes mots fassent leur chemin. Puis elle a dit, d'une voix plus posée, « Je pense que ça arrive plus souvent qu'on ne le dit. Quelqu'un d'extérieur, quelqu'un d'aléatoire, voit ce que vous ne pouvez pas voir, parce qu'il n'a pas l'illusion de déjà savoir. » J'y ai repensé maintes et maintes fois depuis. Cette illusion de déjà savoir. La manière dont elle étouffe la vigilance ordinaire, celle qui pourrait nous avertir que quelque chose est différent, que quelque chose a changé, que quelque chose mérite notre attention pleine et entière. J'ai cru connaître mon sous-sol. Je l'ai traversé tant de fois, ignorant la porte cachée derrière la chaudière, son lourd secret. J'ai cru connaître ma maison. Je l'ai habitée sans en explorer les recoins les plus intimes, sans écouter ses silences. J'ai cru connaître mon mariage. Je l'ai vécu sans comprendre les profondeurs de l'âme de ma femme, ni les fardeaux invisibles qu'elle portait. J'avais raison sur la plupart des choses, et tort sur les parties qui comptèrent le plus.
La seule raison pour laquelle je connais la différence aujourd'hui est qu'un homme en veste de travail grise m'a envoyé un message texte concernant une porte à laquelle il ne s'attendait pas. Il y a autre chose que je veux vous raconter. Environ 2 mois après tout ce que j'ai décrit, je suis redescendu dans la chaufferie. Non pas pour une raison précise, mais simplement pour vérifier le filtre, l'entretien de routine que j'effectuais tous les quelques mois. L'air y était toujours un peu plus frais, empreint d'une légère odeur métallique et de la poussière ancienne qui semblait imprégner les murs de béton. Je me suis tenu un instant dans cette pièce, écoutant le ronronnement de la chaudière. Un son net et régulier maintenant, comme une respiration apaisée. Fini le sifflement erratique des cycles précédents, le bourdonnement irrégulier qui trahissait une fatigue. Phil avait fait exactement ce qu'il avait promis. Il avait laissé derrière lui un silence mécanique rassurant, le murmure d'une machine qui fonctionnait enfin comme il se devait. J'ai repensé à ce message texte. Monsieur, il y a une porte verrouillée dans votre sous-sol dont on ne m'a pas informé. 47 mots. Probablement envoyés en 30 secondes, un réflexe professionnel, la prudence polie d'un homme qui faisait son travail avec minutie. Je me suis revu, un après-midi de novembre gris, mon téléphone vibrant sur la table de la cuisine, le petit agacement initial de recevoir un message d'un inconnu. Puis, la lecture, la perplexité et l'irrésistible curiosité. 47 mots qui ont tout changé. Non pas parce qu'ils révélaient quelque chose de sinistre, non, mais parce qu'ils m'avaient forcé à regarder. Ils m'avaient poussé à franchir une porte dont j'ignorais l'existence et à découvrir la preuve de 7 années de la vie cachée de ma femme. Une vie cachée, non pas par tromperie ou par malice, mais dissimulée de la manière dont toute douleur se tapit, ne sachant pas si elle sera accueillie, comprise ou simplement jugée. C'était la douleur d'un cœur qui n'avait pas trouvé son chemin vers la lumière. Phil, lui, n'en savait rien. Il avait simplement fait son travail. Réparé la chaudière, remarqué la porte, envoyé le message, et était rentré chez lui. Parfois, je songe à appeler son entreprise pour leur dire. Non pas pour me plaindre, bon sang, surtout pas pour me plaindre, mais pour exprimer une gratitude qui n'aurait aucun sens sans une histoire que je n'aurais aucune chance de raconter. Comment expliquer à un standardiste l'impact existentiel d'un simple texto technique? C'est une conversation impossible à tenir, vouée à l'incompréhension. Certaines choses n'ont pas de fin nette. Certaines vérités arrivent par des portes si improbables que la gratitude qu'on leur porte n'a nulle part où aller, si ce n'est à l'intérieur de soi. C'est là que la mienne s'est logée, profondément. Nathalie est venue nous rendre visite en janvier. L'hiver s'était installé avec son manteau de grisaille et ses journées courtes, mais la maison avait retrouvé une chaleur plus profonde, pas seulement celle de la chaudière. Elle avait 30 ans maintenant, installée dans une ville à 3 heures de route, engagée dans un travail qui lui tenait à cœur, dans le financement du développement local, comme Diane. Elle avait les yeux de sa mère, d'un vert profond, et, disait-on, mon entêtement, qu'elle portait avec infiniment plus de grâce que je n'en avais jamais eu. Elle et Diane avaient toujours entretenu une relation chaleureuse et sincère, le genre qui se tisse entre une belle-mère et une belle-fille, lorsque les deux personnes décident d'y mettre du sens, de construire un lien authentique. Je me souvenais de leur rire complice dans la cuisine quand Nathalie était adolescente, de la façon dont Diane l'écoutait avec une patience que je n'avais pas toujours. Nous avons dîné. Nous quatre, Diane, Nathalie, Paige qui était venue d'un quartier voisin en voiture, et moi. La table de la salle à manger était dressée avec soin, nappes et bougies, une ambiance intime. Nous avons bu du vin, un Bordeaux que j'avais gardé pour une occasion spéciale, et Diane avait préparé le poulet rôti qu'elle perfectionnait depuis des années, celui avec les herbes de son petit jardin sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, un mélange de thym, de romarin et de sarriette dont l'arôme emplissait délicieusement la pièce. La conversation s'est déroulée comme les conversations familiales, en zigzagant, passant d'un sujet à l'autre. Les dernières nouvelles de Paige à son travail, les projets de Nathalie, un film que nous avions vu, puis revenant en arrière, facile et confortable, ponctué de rires et de silences complices. Après le dîner, tandis que Paige et Diane étaient à la cuisine, occupées à ranger les restes et à laver quelques plats, leur voix et le cliquetis doux de la vaisselle parvenant jusqu'à nous, Nathalie et moi sommes restés à la table desservis, les dernières gouttes d'une bouteille de vin entre nous. « Je peux te demander quelque chose ?» a-t-elle dit, sa voix baissée, un peu plus sérieuse. «
Bien sûr, ai-je répondu, un pressentiment m'étreignant. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Nathalie n'avait jamais été du genre à tourner autour du pot, même enfant. Je me suis rappelé la fois où, à 7 ans, elle m'avait demandé pourquoi maman et papa ne s'aimaient plus. Une franchise désarmante. Qu'est-ce qui a changé? Entre toi et Diane. Je l'ai remarqué depuis quelques mois. Je n'ai pas besoin de détails, a-t-elle ajouté, voyant mon hésitation. Mais quelque chose a changé. J'ai réfléchi à ce que je pouvais dire et à la mesure dans laquelle je pouvais le dire. Le poids du secret, la délicatesse de la vérité. Nous avons trouvé quelque chose dont nous ignorions l'existence, lui ai-je répondu, choisissant mes mots avec soin. Quelque chose qui avait besoin d'être mis au jour. Et nous avons décidé d'y faire face honnêtement. Honnêtement, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, a-t-elle demandé, toujours aussi perspicace. Les deux, ai-je dit, le souffle court. Surtout dans le bon sens, au final. Elle a hoché la tête lentement, son regard scrutateur ne me quittant pas. Est-ce qu'elle va bien? Elle y arrive, ai-je dit, sentant une bouffée de soulagement à pouvoir dire cela. Elle va mieux. Nathalie a pris son verre. Toi aussi, tu sembles différent. Comment ça? J'étais curieux de sa perception, de ce qu'elle, avec son œil extérieur mais aimant, pouvait voir. Elle a réfléchi un instant, ses yeux perdus dans le vide un instant. Moins certain, a-t-elle dit. D'une manière qui te rend plus facile à fréquenter? J'ai failli rire. Je prends ça comme un compliment. Je le dis comme un compliment, a-t-elle insisté, un petit sourire en coin. Tu as toujours été, tu sais comment tu es, celui qui gère les choses, celui qui a le plan. C'est bien, ça a toujours été bien, mais parfois, ça donnait l'impression qu'une conversation était un projet à mener à bien. Et maintenant, c'est différent. Tu demandes plus. Ta belle-mère m'a appris quelque chose sur l'art de poser des questions, ai-je dit, un sourire sincère étirant mes lèvres. Nathalie a souri en retour, un sourire chaleureux qui m'a rappelé le sien. Alors j'aime ce qu'elle t'a appris. Paige est revenue de la cuisine avec le reste du vin, déclarant qu'elle resterait pour la nuit, trop de vin pour conduire, et Diane est apparue derrière elle avec 4 petites assiettes à dessert et le regard de quelqu'un qui n'avait pas entendu la conversation que je venais d'avoir avec Nathalie, mais qui en comprenait d'une certaine manière la forme générale, l'écho. Elle a posé une assiette devant moi et a croisé mon regard un bref instant. J'ai tendu la main et posé un instant la mienne sur la sienne. Petit, ordinaire, présent. Je veux conclure avec quelque chose que je rumine depuis des mois. Nous parlons du mariage comme d'une sorte de divulgation totale. 2 personnes qui partagent tout, l'espace, les finances, les décisions, les avenirs. Et dans les meilleures versions de cette union, c'est à peu près vrai. Mais je pense qu'il y a quelque chose dont nous ne parlons pas assez. Les parts de nous-mêmes qui restent privées même à l'intérieur d'un mariage. Les pièces verrouillées qui existent dans chaque personne, même celles qui vous aiment complètement. Les choses que les gens portent seuls, non pas parce qu'ils les cachent délibérément, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé le chemin pour les partager, pour les faire sortir. C'est un espace intime, parfois obscur, que l'autre ne peut pas toujours éclairer, même avec la meilleure volonté du monde. Diane a porté 7 ans de peur dans une pièce dont j'ignorais l'existence. Une forteresse invisible bâtie dans son propre esprit. Je porte des choses aussi. Nous tous. Des fardeaux silencieux, des doutes inavoués, des blessures qui n'ont jamais trouvé les mots pour être exprimées. Et parfois, il suffit d'une porte imprévue, d'un message inattendu, pour que la lumière commence à percer. La question n'est pas de savoir si ces pièces existent. Elles existent bel et bien. La véritable question est de savoir si l'on bâtit un mariage où il devient finalement possible de les ouvrir. Où la personne de l'autre côté de la porte est quelqu'un à qui l'on peut confier ce qui se trouve à l'intérieur, sans peur ni jugement. Je n'avais pas connaissance de la pièce de Diane parce qu'elle ne m'y avait pas encore fait confiance. Ce n'était pas un reproche, juste une observation douloureuse, une prise de conscience qui s'était insinuée dans mon esprit comme une brume froide. Une partie de cela me concernait, bien sûr. La version de moi qu'elle avait côtoyée, celle qui gérait les choses, qui s'inquiétait de savoir si la gestion était la bonne approche. J'ai dû regarder cela en face, honnêtement, avec l'aide du docteur Faris et la mienne. C'était un exercice difficile, une introspection brutale qui mettait en lumière mes propres rigidités, ma tendance à vouloir résoudre plutôt qu'à simplement être là. Mais une autre partie n'était que cette terreur humaine ordinaire d'être entièrement vue, d'être mise à nu.
de remettre à quelqu'un la clé de la chose que l'on a protégée avec le plus grand soin, le secret le plus intime. Le vertige de cette vulnérabilité est un mur que nous érigeons tous, par instinct, même face à ceux que nous aimons le plus profondément. Elle m'a finalement remis cette clé, non pas délibérément, non pas selon son propre calendrier. Le destin avait ses propres plans, ses propres détours inattendus. Mais peut-être que le moment était juste, après tout. Peut-être était-ce la seule façon pour que cette lumière perce. Peut-être qu'il fallait toujours quelque chose d'imprévu pour forcer l'ouverture. Une chaudière qui s'emballe dans le froid mordant de novembre, son ronronnement familier devenant soudain un signal d'alarme. Un réparateur faisant son travail avec une diligence méticuleuse, ses pas résonnant dans le sous-sol poussiéreux de notre vieille maison bourgeoise. Un message texte, 47 mots, qui est arrivé à 10h47 un jeudi matin gris et pluvieux, et qui m'a renvoyé chez moi pour regarder ce que je pensais déjà connaître par cœur. Le monde, un instant, a basculé sur son axe. Si cette histoire vous a touché, si quelque chose en elle continue de remuer dans vos pensées, cherchant une place où se loger, j'espère que vous la laisserez faire. J'espère que vous la ramènerez avec vous, où que vous soyez, et que vous vous assiérez avec tout ce qu'elle fait remonter à la surface. Car parfois, c'est dans le silence de notre propre contemplation que les plus grandes vérités se révèlent. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle pièce cette histoire a ouverte pour vous. Dites-moi ce que vous auriez fait. Dites-moi si vous en avez reconnu une partie. Ces commentaires deviennent leur propre forme de conversation. Un dialogue silencieux, mais puissant. Et je crois que ces conversations sont essentielles. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez le faire maintenant. Il y a d'autres histoires ici. Des choses plus honnêtes, compliquées, profondément humaines, qui ne se résolvent pas toujours proprement, mais qui méritent d'être racontées et écoutées. Merci d'être là. Votre présence est une validation, un rappel que ces récits ont un écho. Et une dernière note, comme toujours. Cette histoire contient des éléments fictifs et des détails composites, créés pour protéger les personnes impliquées et pour clarifier le récit. Si ce n'est pas le genre de contenu que vous recherchez, je comprends parfaitement. Mais si vous êtes toujours là, si vous avez regardé jusqu'à la fin, persévérant à travers ces réflexions complexes, merci. Merci de votre attention et de votre ouverture. Faites attention à vos proches. Écoutez au-delà des mots. Posez les questions que vous avez repoussées, celles qui résonnent au fond de vous, attendant d'être prononcées. Et si quelqu'un vous envoie un message concernant une porte verrouillée, rentrez chez vous et ouvrez-la. Ne laissez pas la peur vous retenir. Quoi qu'il y ait de l'autre côté, vous êtes mieux en sachant. La vérité, même douloureuse, est toujours un chemin vers la liberté.